Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du 18e sommet de la francophonie sur l'île tunisienne de Djerba ce samedi 19 novembre. Un rendez-vous aux enjeux multiples qui marque le cinquantenaire de l'OIF et qui est placé sous le signe de la connectivité et du numérique. La première édition du Salon des industries musicales d'Afrique, SIMA, a fermé ses portes ce vendredi 18 novembre à Abidjan. Pendant 2 jours, les participants étaient réunis autour du thème « À l'ère de la digitalisation, quels sont les enjeux pour l'industrie musicale africaine ?» Et les finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball sont désormais connus. L'Angola, vainqueur du Sénégal, pays hôte, affrontera le Cameroun qui est venu à bout du Congo en demi-finale. Mais tout d'abord, le Maroc a célébré ce vendredi 18 novembre le 67e anniversaire de son indépendance. L'année 1955 qui marque la fin du protectorat de la France sur le Maroc sous l'ère du feu roi Mohamed V. 6 décennies marquées par un développement économique incontestable avec l'émergence de plusieurs secteurs tels que la maroquinerie, l'agroalimentaire ou encore le raffinage du pétrole. Une véritable évolution qui fait aujourd'hui du Maroc une référence dans différents domaines de développement à l'échelle régionale, continentale et internationale. Son histoire est marquée par la revendication solennelle de son intégrité territoriale, dont celle du Sahara, formulée aux Nations Unies. La question a fait l'objet d'une déclaration au cours d'une réunion entre d'anciens ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Tanger début novembre. Le 18e sommet de la francophonie s'ouvre ce samedi 19 novembre sur l'île tunisienne de Djerba. Un sommet attendu car reporté à 2 reprises. Numérique et connectivité seront les thèmes clés de ce rendez-vous. Notre envoyé spécial, Paul Marcel Mayagui, est sur place. Alors, Paul Marcel, quelle est l'atmosphère actuellement sur l'île de Djerba ? Après 2 reports en 2020 et en 2021, le premier enjeu est tout simplement de montrer que la fête est belle, tout en montrant l'utilité de cet espace francophone qui compte près de 231 millions de locuteurs quotidiens et sa capacité à parler d'une seule voix dans le concert des nations, dans un contexte international particulièrement tendu. Mais pour moi, l'enjeu le plus important est sans doute la promotion de la francophonie économique, c'est-à-dire la capacité des États partageant la culture francophone à faire les affaires tout en mettant l'accent sur la connectivité des peuples et le numérique comme vecteur de développement, notamment en Afrique. Et selon les chercheurs de l'Organisation internationale de la francophonie, l'avenir de la francophonie se joue en Afrique dans la complémentarité entre le français et les langues locales. En effet, d'après les estimations de l'OIF, le continent comptera plus de 800 millions de locuteurs francophones en 2050, soit 85% de la population francophone mondiale. Et quel est le programme de ce sommet ? Le programme de ce 18e sommet de la francophonie est assez dense. Au village tunisien de la francophonie, par exemple, sont organisées au quotidien une série de conférences, débats et tables rondes avec un focus sur la femme et l'économie numérique. Des spectacles et dégustations de la gastronomie tunisienne et africaine sont également au menu des activités proposées aux différents visiteurs. Et samedi, nous assisterons à l'ouverture officielle ou solennelle du sommet de la francophonie en présence des chefs d'État et autres représentants des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, puis suivra l'élection du nouveau secrétaire ou du moins de la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et pour l'instant, une seule candidature est enregistrée. Il s'agit de celle de Louise Mouchikiwabo, actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, lundi, le sommet se poursuivra avec le forum économique. Merci Paul Marcel Mayagui, envoyé spécial à Djerba pour couvrir le 18e sommet de la francophonie.
La Tunisie, où les forces de l'ordre ont dispersé ce vendredi 18 novembre une marche organisée par les habitants de la ville de Zarsis, dans le sud-est du pays, à coups de gaz lacrymogène. Ce rassemblement, tenu à la veille de l'ouverture du 18e sommet de la francophonie qui se tient sur l'île de Djerba, avait pour but de protester contre l'attitude de l'État concernant le dossier du bateau disparu en mer Méditerranée le 21 septembre dernier. Le 10 octobre, 8 cadavres appartenant aux immigrés clandestins disparus lors de ce naufrage ont été repêchés par la garde maritime. Mais depuis, l'enquête patine et les familles des naufragés tunisiens s'impatientent. Au Soudan du Sud, le leadership féminin se met en place en vue des élections de 2025. Une organisation non partisane nommée Caucus de femmes rassemble toutes les femmes parlementaires pour travailler au développement et à la promotion du genre. Une initiative soutenue par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Cet événement s'est tenu dans l'État de l'Équatoria central pendant 3 jours. Un sujet de la rédaction. Progresser en matière de leadership féminin, c'est la mission que s'est donnée le Caucus des femmes au Soudan du Sud. Pour la première fois, cette organisation non partisane qui rassemble les femmes parlementaires a organisé un atelier avec un échantillon de citoyennes dans l'état de l'Équatoria central, au sud du pays. Objectif affiché, renforcer les connaissances et les compétences des femmes dirigeantes pour assurer efficacement la fonction de représentation législative ainsi que les postes de direction et de prise de décision. Le bureau extérieur de la MINUS à Juba reste très engagé et à travers ses différentes sections de fond dans cette nouvelle phase du Parlement s'engagera avec le caucus des femmes par le renforcement des capacités, le soutien à l'élaboration de vos plans stratégiques et la poursuite du travail avec des champions masculins ainsi qu'au sein du Parlement pour soutenir la promotion des discussions et des initiatives sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au sein du Parlement et au-delà. Le Soudan du Sud n'a pas encore atteint le quota fixé par l'accord de paix revitalisé de 2018 qui prévoit que 35% des postes ministériels soient occupés par des femmes. Alors que les prochaines élections ont été repoussées à février 2025, les initiatives comme le caucus des femmes permettent de sensibiliser aux droits des femmes, à l'égalité des genres ou encore à la violence sexiste pour tenter de faire de la femme un acteur majeur dans le retour à la paix et à la stabilité du pays. Il est important pour nous d'avoir ce caucus parce qu'en tant que femmes, nous avons des femmes à la base et nous avons des femmes militantes. Et nous devons nous asseoir, construire la paix ensemble et avancer ensemble en tant que femmes de l'État d'Équatoria central. Il est donc important pour nous d'avoir un caucus de femmes qui rassemble les femmes au niveau local afin que nous écoutions leur point de vue, afin de pouvoir présenter leurs problèmes à l'Assemblée. Après une guerre civile sanglante de 7 ans qui a pris fin en 2020, suite à un accord entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, désormais vice-président, le statut de la femme sud-soudanaise a connu des avancées. Depuis juillet 2021, le Parlement est dirigé par Djemanu Nukumba et compte en son sein 32% de femmes. En termes d'intégration sous-régionale, l'Afrique centrale est la région la plus en retard du continent africain selon le programme des Nations Unies pour le développement. 2 ans après la crise sanitaire, la relance post-Covid est lancée et c'est justement dans cette optique que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique exhorte la sous-région à éviter les exportations d'emplois en privilégiant les transformations locales. Les explications de Nathalie Mo. Les économies d'Afrique centrale se relèvent des effets de la pandémie de Covid-19, 2 ans après l'apparition de la crise sanitaire. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'UNECA, voit une opportunité de croissance des indicateurs macroéconomiques de la sous-région. La transformation des économies est une solution que l'organe onusien propose pour retrouver les performances observées avant la survenue du Covid-19. Les pays d'Afrique centrale, eu égard à leurs très abondantes ressources naturelles, doivent être en mesure donc de créer davantage de richesses qui permettraient de créer davantage d'emplois, davantage d'inclusion et donc qui leur permettrait donc de se mettre donc sur une trajectoire de croissance durable et non une croissance fragile.
Le 15 novembre 2022 aux Seychelles, l'UNICA a présenté un rapport sur la santé économique de l'Afrique centrale. Le document a montré les effets de la faible diversification économique dans la sous-région sur l'emploi. Dans cette zone où le taux de chômage moyen s'élève à 23,12%, l'UNICA exhorte les pays à éviter l'exportation des emplois grâce à la construction d'un secteur manufacturier de deuxième et de troisième degré. Certaines mesures ont été prises et certains pays de la sous-région qui ont interdit par exemple que le bois soit exporté de manière brute. Il faut qu'au moins qu'il y ait un début de première, deuxième, troisième transformation avant qu'il ne soit exporté. En d'autres termes, nous disons que si vous exportez les produits à l'état brut, vous exportez en fait les emplois. Et c'est ce que nous voulons éviter. La Banque des États de l'Afrique centrale vise un taux de croissance de 3,5% au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en 2022 avant de redescendre à 3,6% en 2023. Pour construire la résilience économique sous-régionale, les pays œuvrent à l'industrialisation et au relèvement du commerce intracommunautaire, au renforcement de l'attractivité des économies de la sous-région à travers l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la réduction de la dépendance à l'exportation des matières premières. C'est ce vendredi 18 novembre que s'est achevé le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, CIMA. Pendant 2 jours, cette première édition a été placée sous le thème « À l'ère de la digitalisation ». Quels sont les enjeux pour l'industrie musicale africaine? Retour sur cet événement qui s'est tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire, dans ce sujet de Marcel Kouassi et Cédric Diossou. Le premier salon des industries musicales de l'Afrique francophone, CIMA, s'est ouvert le 17 novembre 2022 dans la capitale ivoirienne. De nombreux experts de la musique se sont réunis pour discuter des questions liées à la digitalisation de l'industrie musicale africaine. Mambi Diomandé, commissaire général du CIMA, a souligné l'importance de ce salon qui participe au renforcement des capacités et des transferts de compétences dans les industries musicales africaines. C'est un salon qui a pour vocation de valoriser les acteurs des industries musicales, d'apporter des solutions ou des pistes de solutions concrètes pour la structuration de cette industrie musicale et qui participe au renforcement de capacités et au transfert de compétences dans les industries musicales d'Afrique en général et d'Afrique francophone en particulier. Cette industrie a besoin d'être valorisée à sa juste valeur parce que cette industrie a besoin d'être structurée et parce que cette industrie a besoin de passer de l'informel au formel. Selon le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, la protection sociale demeure l'une des solutions structurelles à la préservation des métiers de l'industrie musicale sur le continent. Accueillir à Abidjan la première édition du CIMA est une invitation à promouvoir une Afrique solidaire et consciente de son immense potentiel, des défis à relever en matière d'entrepreneuriat, de ses richesses et du rôle désormais clé du digital. Outre l'adaptation des productions artistiques aux nouvelles plateformes de consommation de la musique qui sont en plein boom aujourd'hui, l'une des solutions structurelles à la préservation des métiers de l'industrie musicale reste la protection sociale. À noter que l'industrie musicale, au regard de son énorme potentiel, de son impact et de la vitalité de ses acteurs, joue un rôle primordial dans le développement socio-économique du continent. Selon les chiffres, l'économie numérique en Afrique pourrait représenter 2,5% du PIB du continent à l'horizon 2025. Devant son public, l'équipe sénégalaise de handball féminin n'aura pas réussi l'exploit. Le Sénégal s'est incliné ce 17 novembre face à l'Angola dans le cadre des demi-finales de la 25e édition de la CAN féminine de handball à Dakar. Même sort pour le Congo, défait par le Cameroun. La finale opposera donc l'Angola au Cameroun. Reportage de nos envoyés spéciaux, ou plutôt de nos correspondants à Dakar, Amenej et Cheikh Omar Kamara.
Les Angolaises ont battu le Sénégal sur le score de 24-21 à l'issue des prolongations après 20 buts partout à la fin du temps réglementaire. Nation la plus titrée avec 14 titres, l'Angola va disputer sa 16e finale sur les 21 éditions auxquelles elle a pris part. Les Palancas Negras vont participer également à leur 17e championnat du monde de handball en 2023 où elles avaient terminé à la 7e place à l'édition de 2007. Les Lions du Sénégal s'arrêtent ainsi en demi-finale et ne joueront pas leur 3e finale de la discipline. Elles affrontent en match de classement le Congo battu par le Cameroun. Je suis frustrée, on est tous frustrés de cette défaite. En première mi-temps, on n'a pas mis les bons ingrédients en attaque pour trouver des solutions et c'est ce qui nous a fait défaut en première mi-temps. Finaliste de la précédente édition à domicile, le Cameroun se retrouve en finale pour la 2e fois consécutive après sa victoire ce jeudi 17 novembre contre le Congo 25-27. Les Lions indomptables ont décroché le premier billet pour la finale de la 25e édition du championnat d'Afrique des nations féminines de handball. L'équipe camerounaise du coach Serge Gebogo, pourtant menée à la pause 12-14, est revenue des vestiaires avec plus d'arguments. Malgré la présence de plusieurs supporters congolais venus nombreux, les Lions indomptables n'ont pas renoncé. On était un peu au coude à coude, après on a pris le dessus, elles sont revenues, on est repassé devant. Donc, comme le coach a dit tout à l'heure, c'est un peu le fighting spirit de l'esprit des Lions indomptables du Cameroun qui nous a motivés durant tout le match. Donc, le Congo n'a pas démérité, mais voilà, aujourd'hui nous sommes gagnants et nous sommes assez contents. À noter que les équipes de l'Angola, du Cameroun, du Congo et du Sénégal qui constituent le carré d'as africain sont déjà qualifiées pour le championnat du monde de 2023 co-organisé par le Danemark, la Norvège et la Suède. Dans le reste de l'actualité, la sélection camerounaise de football a concédé un match nul, un but partout, ce vendredi 18 novembre face au Panama, à 48 heures de l'ouverture de la Coupe du Monde qui débutera au Qatar ce dimanche 20 novembre. L'ouverture du score s'est faite à la 48e minute par l'attaquant camerounais Eric Maxime Choupo-Moting et le Panama a égalisé dans la foulée à la 55e minute. Rappelons que le Cameroun, 60e nation au classement FIFA, est dans le groupe G où logent le Brésil, la Serbie et la Suisse. Le Cameroun affrontera comme premier adversaire la Suisse le 24 novembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.